FOGECA, le Forum africain de l'intégration économique. Merci. Merci beaucoup, maître. Et maintenant, nous voulons laisser la parole à M. Yom de Théophile Gauthier, qui est donc, faut-il vous le rappeler, avocat référendaire et chef de cabinet de la présidente de la CCGA, pour parler un peu de la présentation de l'OHADA et de son cadre juridique harmonisé et sécurisé. Merci, monsieur. Merci, monsieur Olivier Kingé. Je voudrais remercier une fois de plus le président du FOGECA et le FOGECA d'associer systématiquement la Cour commune de justice et d'arbitrage et plus globalement l'OHADA à ce forum que nous estimons être un forum important et stratégique pour l'organisation. Donc, recevez une fois de plus les salutations de la présidente de la Cour. Pour ceux qui pourraient ne pas connaître l'organisation, je vais faire une présentation sommaire. L'OHADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est une organisation internationale et un système juridique, on va le dire comme ça. Une organisation internationale qui est fondée sur un traité qui a été signé en 1993 et modifié en 2008, à l'origine par 14 pays, aujourd'hui 17 pays. En termes d'organisation, elle est, on va dire, organisée, je vais me répéter, en différentes institutions. Mais il faut savoir qu'il y a le Conseil des ministres, qui est la réunion de tout, on va dire, la conférence des chefs d'État, qui est la réunion de tous les chefs d'État des pays membres de l'OHADA. Vous avez le Conseil des ministres qui réunit les ministres des Finances et de la Justice de ces pays-là. Vous avez le secrétariat permanent qui est comme l'organe exécutif administratif de l'organisation. Vous avez la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est l'institution judiciaire de l'organisation. Vous avez l'ERSUMA qui est l'École régionale supérieure de la magistrature qui est, on va dire, l'organe de formation de l'institution. Donc, l'OHADA, c'est une organisation, c'est un système, mais c'est surtout un outil aujourd'hui indispensable de la sécurité juridique, mais bien plus de l'amélioration continue du climat des affaires. Comme je le disais, l'OHADA regroupe 17 pays. C'est aujourd'hui à peu près 300 millions d'habitants, pas loin de 300 millions d'habitants. L'OHADA réunit les pays qui ont à ce jour sur le continent les plus grandes ressources, à la fois minières et même agricoles. Donc vous avez là quelque chose d'absolument indispensable lorsque l'on veut investir en Afrique. L'OHADA, c'est un système harmonisé, c'est-à-dire que par ce qu'on a appelé des actes uniformes, tous les aspects de la vie des affaires, en tout cas, les aspects qui ont été choisis par le législateur sont harmonisés. Comme on dit en anglais, business needs certainty, c'est-à-dire que celui qui veut investir a besoin d'un minimum de certitude. Et donc l'OHADA, par les actes uniformes, accorde ou alors donne aux investisseurs une certaine prévisibilité, une certaine certitude lorsqu'ils veulent investir dans ces pays. Et donc je parlais des institutions de l'OHADA et je vais parler particulièrement de la Cour commune de justice et d'arbitrage que je représente ici et qui est, comme je disais, l'organe judiciaire de l'organisation, qui est le seul organe qui est habilité par la loi à interpréter les actes uniformes, mais surtout, c'est l'institution ultime de régularisation du climat des affaires par l'interprétation des actes uniformes et le règlement des différends. Parce que la CCGA a deux aspects fondamentaux. Le règlement des litiges en ce qui concerne le droit des affaires
mais la CCJA a également, sous son égide, un centre d'arbitrage qui a été voulu par les pères fondateurs, l'arbitrage étant un mode de règlement de différends qui est vraiment promu dans le cadre de ces activités et de l'OADA en général. Donc vous avez l'application de ces différents actes uniformes qui sont 11, qui va de droit des sociétés aux sûretés en passant par le recouvrement des créances, par le système comptable. Donc vous avez pratiquement toute la vie des affaires qui est harmonisée et qui vous donne la possibilité, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, d'avoir exactement les mêmes règles. J'ai l'avantage, dans ma position, de voir de près et de première main le type de différends que la CCJA permet de résoudre au regard de ce qui aurait pu être une diversité vraiment absolue et vaste de systèmes juridiques. Aujourd'hui, la CCJA et l'OADA est considérée dans le monde entier, le monde juridique, comme une réussite, on va dire, et une exception juridique qui permet aujourd'hui à l'Afrique et à l'OADA d'être présentée comme quelque chose d'assez extraordinaire. Donc je parlais de la résolution des litiges et je parlais également du système d'arbitrage. Aujourd'hui, la CCJA a un centre d'arbitrage qui est capable de recevoir à la fois les différents commerciaux et les différents investissements. Et c'est pour ça que c'est important à savoir, parce qu'on a aujourd'hui une institution que je ne vais pas citer qui capte la plupart des différents investissements dans le monde, mais on a à côté de nous, en Afrique, une institution comme la CCJA qui est capable de recevoir à travers son centre d'arbitrage les différents investissements. Et donc les investisseurs sont sûrs qu'en cas de différend éventuellement, ils ont toutes les garanties d'avoir une institution qui est capable de gérer les différends en matière d'investissement. Donc il y a énormément d'avantages à connaître l'OADA, à connaître la CCJA, qui est, comme je le disais, un acteur, un facteur de développement et du baromètre, on va dire, du droit des affaires et de l'amélioration du climat des affaires. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant en attendant les questions éventuelles. Merci. Eh bien, merci. Merci à vous deux pour votre présentation. J'ai le micro, je vais peut-être me faire le devoir d'ouvrir la séquence des questions avec vous. J'ai des questions qui intègrent deux aspects. Vous avez parlé tous les deux, l'un après l'autre, du climat des affaires et l'autre, effectivement, de l'OADA, de ce que c'est. Alors, le premier pan de ma question, c'est sur la sécurisation des investissements en Afrique. C'est une question à double moment. Dites-nous, sur ce moment, quels mécanismes juridiques, institutionnels et financiers les États africains peuvent-ils renforcer pour garantir un environnement sécurisé et attractif aux investisseurs locaux, mais surtout étrangers? Nous sommes en terre étrangère aujourd'hui, qui veut investir en Afrique. La deuxième question de ce moment, c'est face aux risques politiques, administratifs et réglementaires encore présents dans certaines régions en Afrique, comment les acteurs privés et publics peuvent-ils collaborer pour instaurer une confiance durable et protéger les investissements sur le continent? Ça, c'est pour le premier palier. Le deuxième, celui portant sur l'amélioration du climat des affaires en Afrique en lien avec la percée des pays du Golfe sur le continent. Première question, comment les partenariats avec les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, peuvent-ils inspirer ou accélérer les réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires en Afrique? Et puis, quelles leçons concrètes les économies africaines peuvent-elles tirer de l'expérience des Émirats en matière de simplification administrative, d'attractivité fiscale et de digitalisation des services aux investisseurs? Merci, monsieur. La parole à qui veut la prendre? Donc je prendrai
Les questions liées premières au climat des affaires, liées à la sécurisation des investissements. La sécurisation des investissements, les deux premières. Et Ou Maître bien- Mbaye prendra la deuxième question sur le climat des affaires. Voilà. Merci. Voilà. Donc, le climat politique, comment est-ce que on travaille à ce que les différentes difficultés politiques, je vais le dire comme ça pour ne pas rentrer dans les détails. Alors, ce qui est extraordinaire avec l'OHADA, justement, c'est que l'OHADA se met un peu au-dessus de tout ce qui est considération politique. Bien évidemment, l'organisation et le système est d'inspiration politique parce que ce sont les chefs d'État qui ont décidé de signer un traité. Mais dès lors que ces chefs d'État ont donné la personnalité juridique à l'organisation et que l'organisation a pris des actes uniformes qui sont directement applicables dans les États, peu importe le système politique qui se met en place et peu importe qui est à la tête du pays, je ne dirais pas comment il est arrivé à la tête du pays, dès lors que le système juridique est, dès lors que le traité est signé et que le système juridique est mis en place, alors l'investisseur a la garantie que même dans l'hypothèse où il y a changement de régime politique, le même système juridique va perdurer. Je ne vais pas prendre des exemples récents ou plus ou moins récents de changement de régime politique à la tête de certains pays membres de l'OHADA. Mais ça n'a pas changé le fait que ces pays-là demeurent membres de l'OHADA et que les actes uniformes et le traité continuent de s'appliquer dans ces pays-là. Et donc un investisseur qui voudrait investir dans un pays qui est plus ou moins en mouvement politique, en changement de régime politique, et qui voit que le système juridique ne change pas, est plus ou moins encouragé à demeurer dans ce pays ou à continuer à investir dans ce pays. Et donc ça, c'est l'une des garanties que l'OHADA apporte. Et vous avez la CCJA qui a juridiction sur les 17 pays et dont les décisions sont applicables exactement dans les 17 pays. Et vous avez l'article 20 du traité qui vous dit qu'aucune autre décision contraire à la CCJA ne peut s'appliquer dans l'espace. Vous avez donc la garantie que, par exemple, si vous avez votre recouvrement de créances et que vous avez une décision de la CCJA qui vous donne raison et qui confirme votre réclamation, cette décision-là va s'appliquer peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans l'espace. Et ça, c'est une garantie extraordinaire que vous aurez difficilement ailleurs. Voilà. Très bien. Merci. C'était le deuxième part de la première question. Bon, on va sauter le premier sur... Non, vous pouvez revenir sur la première question. Non, les mécanismes juridiques. Oui, les mécanismes juridiques, ce que je disais fait partie des mécanismes juridiques. C'est-à-dire qu'essentiellement, l'OHADA agit juridiquement parlant, bien évidemment, à travers les actes uniformes qui sont d'application immédiate dans tous les pays de l'OHADA. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi, puisque le ministre disait tout à l'heure qu'on ne prêche pas aux convertis. J'ai envie de dire qu'on est tous plus ou moins toujours en conversion. Parce que l'OHADA, contrairement à ce qui est dit, n'est pas une organisation fermée. L'OHADA a vocation justement à s'appliquer dans tous les pays d'Afrique. L'OHADA reste ouvert à l'adhésion de tous les pays d'Afrique et c'est pour ça que dans les forums comme ceux-ci, lorsqu'on rencontre d'autres pays africains, on laisse toujours la porte ouverte en disant puisque vous voyez que le système marche et que ça fonctionne et que nous avons des statistiques et des études qui démontrent que depuis que l'OHADA a été mise en place, depuis 1993 et sa modification en 2008, le climat des affaires s'est considérablement amélioré dans les pays de l'espace. Puisque vous voyez que ça marche, alors rejoignez l'organisation et développons l'Afrique ensemble. C'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, qui font que le développement de l'Afrique va s'accélérer. C'est-à-dire cette volonté qu'auront les pays africains de se mettre ensemble d'une façon ou d'une autre. Ça peut passer par autre chose, mais ça peut passer également par l'harmonisation que l'OHADA a expérimentée
et qui fonctionne très bien et qui est un système unique au monde et qui est apprécié aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Parole maintenant à l'avocat d'affaires internationales sur l'amélioration du climat des affaires en Afrique en lien avec la percée des pays du Golfe. Première question, comment les partenariats avec les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, peuvent-ils inspirer ou accélérer les réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires en Afrique? On va question après une question à la fois. Thank you. Good. For the past 15 to 20 years, Africa has been developing its legal framework, its legal structures. If I can take you back to many years ago, I was only a junior school student. My late father, who was a legal practitioner, his services were retained by a foreign company called Luis Diaz de la Soda. They entered into a contract with the government of the Gambia to reconstruct the roads in the Gambia. Unfortunately, halfway down the line, the government reneged on its contractual obligations to this foreign company. And then this foreign company, they were not certain that they could ever get judgment over a government. But then the matter went to court, and guess what happened? The court ruled in favor of a foreign company against a government. And this is many, many years ago. I could remember that just like yesterday. So if you can imagine where we have come to now, at this, our laws have developed, bearing in mind that foreign investors are now investing heavily in Africa. There's certainty, there's protection, and there's development. So I think that has given foreign investors, whether in the UAE, whether in the US, or wherever it may be, to invest heavily in Africa. The laws are there. It is just a perception that is out there that our infrastructure, the legal infrastructure, is not there, but it is there. Once we're able to get over that perception, that myth, and we focus on the reality on the ground, then it's I think investments will come forth. And more investors are coming to Africa. International banks are coming to Africa. International companies are coming to Africa, whether it's Gambia or in Sierra Leone or in Senegal. Investors are investing in Africa, and that is because their confidence in our legal structure and our legal frameworks is growing better and better. And I think that we are going to the right direction. Thank you. Thank you for the answer. Take your translation kit for the second question. Okay, in French. Quelles leçons concrètes les économies africaines peuvent-elles tirer de l'expérience des Émirats en matière de simplification administrative, attractivité fiscale et digitalisation des services aux investisseurs? I think what we can learn from the UAE Yes. is enforceability, strict application of laws as they are. I've been working here for almost 2 years now. When it comes to laws, when it comes to regulations, there are no negotiations. The laws are the laws, and they are to be applied as they are. Maybe that's one thing we can transport or migrate to Africa, to respect our laws, to take them as they are, and there's no room for negotiations. And I think that is happening across now. So there is still room for improvement, but I think we've come very far to emulate what is happening in the UAE or in the USA or in the UK. So we've come very far, and those laws are now very much. If you look at the Gambia, for example, since colonization, we had the Companies Act 1955, but that has now been replaced by the Companies Act 2013. And these have taken laws that could properly protect foreign investors in the Gambia now. Let's say, for example, before it would take about 6 months to a year to register a company. Now it is just a matter of 1 day to register a company and start working. And these are all because we've gotten all these ideas, best practice from countries like the UAE and other wider countries. Thank you. Thank you. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant les questions du journaliste? Parce que je crois que Fanta en a une aussi, après son échange avec le président. Oui, le micro va vous parvenir pour votre question. Oui, là-bas.
Merci, je suis Alexis Zuenke, directeur des affaires juridiques de ROADA. Je n'ai pas de questions, c'est plutôt une contribution sur un ou deux petits points. Le premier point en lien avec les rapports de l'espace OADA avec le pays qui nous accueille et plus largement la sous-région. Je voudrais indiquer à ce sujet que l'OADA, c'est aujourd'hui 4 langues officielles, français, anglais, espagnol et portugais, mais très bientôt 5 langues officielles avec l'introduction projetée de la langue arabe comme langue de travail de l'organisation. Cela a déjà été acté dans les travaux préparatoires et nous espérons que la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui est prévue dans moins de 2 mois, le 7 février 2026, adopte le traité et consacre effectivement cette 5e langue. Cela fait particulièrement sens par rapport aux pays arabes et par rapport à leurs relations d'affaires avec le continent où l'OADA opère comme acteur de confiance. La deuxième chose que je voudrais souligner, on a beaucoup parlé de climat des affaires. Effectivement, c'est la mission de l'OADA depuis sa création, œuvrer à l'amélioration continue du climat des affaires. C'est ce qu'on fait à travers les actes uniformes que mon collègue mentionnait tout à l'heure. Mais nous sommes aujourd'hui engagés dans une nouvelle dynamique, convaincus que la règle de droit, pour être utile, doit toujours rester un moyen et non une contrainte. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une dynamique pour aller au plus près des acteurs économiques à travers différents cadres d'échange. Nous allons inaugurer très bientôt ce que nous appelons rencontre OADA secteur privé pour dialoguer effectivement avec les destinataires des normes, avoir leur ressenti et procéder, le cas échéant, aux ajustements qui s'imposeraient. Dans le même sens, nous avons initié un concept, le Forum sur la gouvernance des entreprises publiques, qui dans nos États sont la plupart du temps un gouffre à sous, alors qu'on a d'autres modèles qui montrent que les entreprises publiques peuvent effectivement booster et dynamiser le tissu économique. Je voudrais mentionner enfin le lancement l'année prochaine de la première édition du Congrès international sur le climat des affaires en Afrique. Initiative de l'OADA qui vise à parvenir à une évaluation objective du climat des affaires dans nos États en tenant effectivement compte des facteurs endogènes. La première édition va se tenir en République démocratique du Congo dans le dernier trimestre de l'année 2026 sous le haut patronage du chef de l'État congolais. Et j'en profite pour présenter mes hommages à une grande dame, Madame la ministre d'État Mutombo Kiese Rose, qui a donné une impulsion décisive et déterminante à l'OADA en 2023 à la présidence du Conseil des ministres de l'organisation. Donc ce n'est peut-être pas un hasard si l'OADA repasse ressourcé aux abords du fleuve Congo à l'occasion de la première édition du Congrès international sur le climat des affaires en Afrique. Merci. Merci. Thank you very much. I have a quick question for our very special lawyer, Mr. Mbai. Please. No, you go first. Thank you. Thank you very much. I know that the organization is responsible for the harmonization of corporate law in Africa and making sure that Africa is protected both from the investment side and the country that investment is being made in.
A year ago, I visited Indonesia. Bali specifically is a Providence island. And something interesting caught my attention, which was if it's either you were Balinese or whoever you were, you had connection to Balinese. So I have a friend who bought property there, and one of the business routes he took was making sure that his partner had to be from Bali. That was the only way you could secure property in Bali. And I don't know if you're aware, Bali is a very, very touristic place. A lot of people travel to Bali all over the world, and the tourism is really booming. Gambia being a country that is heavily reliant on tourism, I was just wondering, for investments that, you know, the organization is trying to secure to make sure Africa is developed and built, is there a legal frame of work where there's protection for, let's say, because we're the young people coming up now, and we would like to know if there's land enough for us as well that are growing up, that are working and trying to buy property and own it. Is there any sort of security for the young people as well, as much as we're trying to get investment in the countries? And I think something that was really interesting to me was that if you were an outsider of Indonesia or Bali, you definitely had to get someone from the province or the state to be able to acquire property. I was just asking if there's any sort of protection for us as well in that regard. Thank you, Ms. Cisse, for your question. I will try and answer it to the best of my ability. Okay. Different countries have different laws, Yes. obviously. But from the Gambia, you don't necessarily have to have a you can have a partner, but that does not mean you're not safe. Whether you have a partner in Gambia or not, it is always good where you invest Yes. to have a local partner. That is important. And when it comes to land, I mean, there's vast land in Gambia. Yes. In most countries, they build upwards. But in Gambia, we build outwards Yes. because we have land available. You have foreigners in Gambia who own lands comfortably without any fear. Unlike most countries, right? We had it in our constitution before, but that didn't go through. Yeah. That you can only own land for up to 30 years, and it reverts back to the state. But as we speak right now, that's not our law. You can be a foreigner and have land in the Gambia in your name, and you can invest, right? So so that's why different laws are applicable in different jurisdictions. But for young people, yes, there's hope. Okay. There's protection. Your rights are there. Okay. It's just for you to be able to understand that you are, these are your rights. Okay. And should not be forgone to foreign investors. But having said that, we will not deny foreign investors the opportunity to own land in the Gambia because we want to reserve all the land for our own people. Absolutely. People have come to invest in our country, and the laws are there to protect them, to own land and to own it freely and comfortably without any threat of being taken away from them. I'm not sure what applies in other African countries, but I know for a fact that to invest in certain African countries, it is important, and doesn't even have to be law. It is important when you invest in any country to have a local partner. There's a reason for that. Yes. There's a reason for that. So I think, I hope I've answered your question. You have. Thank you Because I very was very curious when I noticed that. I said, well, this is interesting. There's security on both ends. There's security because you have a local partner. There's security because you now know your money is also being taken care of by not just your local partner, but the country at large. So I thought it was very interesting, and absolutely having this conversation, I thought to bring it up as well to know, because, young Africans need to know as well what's happening. Thank you. Thank you very much. I'm not sure what prevails in Côte d'Ivoire. Yeah, I do work in Cote d'Ivoire, but land issues are more like taxation issues. They are very country specific. Okay. And what applies in Gambia may not apply in Cote d'Ivoire in other countries. And those are aspects that OHADA has not harmonized yet. Okay. But I think in most OHADA countries, you won't have this mandatory specific obligation that you must have a local partner, to deal with when you want to invest or when you want to acquire land. Okay. I think most of them are liberal countries where you can come and invest, own land. There are specific indications that you have to comply with, but I'm not sure in most of those countries
you must have a local partner that will buy the land for you to own the land. I don't think so. So maybe you wish they should have this type of protection for national or for local. I think from both ends, because the investor is very important to the country, but also the security is equally important. Yes, but that could hinder investment. Because if someone finds out that he can't own land, whereas he has something specific to do with the land, or he can be abused by someone because he has the nationality, that could hinder investment, I think. But that could also be an answer to a specific problem, that maybe people from a specific land who don't have access to land, maybe because they don't have the means to access the land. And because foreigners have the means and the money to buy the land, the nationals will not have the same opportunities. Maybe in those cases, you may find this type of specific mandatory obligations, but I don't think it should be applied everywhere. No, absolutely. Thank you. Yeah. I mean, that is where the courts will come in. The courts are very much aware of those who have provided the funds. Yeah. Those who have provided the funds. So locals can't always take advantage of foreign investors. Yes. Because it is absolutely clear from bank transactions who's bringing the funds. So if a local investor wants to insist that, no, this land belongs to me, wait until you get to court. That's when they do their fact-finding. It will become very clear that these funds, even though it was registered in name of the local partner who provided the funds, transfer would show exactly where the funds were transferred from the foreign investor to the local country. Okay. Yeah. That's interesting. Thank you very much for that. That's quite clear. We'll take the next question. My question is related to capacity building and the fact that we have more than 5 generations in the workforce. So if we are not emotionally intelligent, socially intelligent, culturally intelligent, generationally intelligent, as well as corporately intelligent before we even get to the AI part, our children, especially now with the beta, are moving into the alpha, and we've already got the Zoomers. The Zoomers need to be connected and engaged with. What are we doing in Africa? So Africa sets the pace, not the West. You made a quote earlier about UAE putting structures in place. UAE is hugely invested in the youth, and the youth have a voice. So my question is related to how to engage with your youth, because you have a paradox of plenty. Thank you. I think you have a point on this aspect of investing into the youth. Regarding the technology, new technology, and their relationship with what is happening, the trend of technology today. I think it's something we have to work on. Where I come from, I think my organization, we are not on this aspect yet of harmonizing everything, but we've integrated in the Uniform Act everything that has to do with technology and every specific aspect of it which touches the legal aspects, the legal frames. That is what we're working on. But we don't have specific programs for the youth regarding that aspect. I think that is not part of our mandate, but it doesn't change the fact that the point you're making is a very valid and important point that we have to reflect on so that we work on it and try to empower the youth regarding the aspect. Thank you. I didn't get you. Okay. Peut-être que cet échange va continuer lors de la séquence des B2B. Ça démontre l'intérêt que, madame, vous avez pour ce panel. Y a-t-il encore une sollicitation de questions? Visiblement, non. Il nous reste à vous remercier, messieurs. Vous allez peut-être vous lever également pour la photo de famille. On va demander au président du FOGECA de vous retrouver pour la photo de famille. Monsieur le Président.
Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous pouvez retrouver le panel pour la photo de famille. Et nous allons passer juste après à la signature du partenariat entre FOGECA et Blackstone EJ and Partners. Le président au milieu. Le président au milieu. Cinq, 4. FOGECA, le Fonds africain de l'intégration économique.